en ait parmi vous qui se préoccupent justement de la question du recouvrement. Ça montre que nos consciences commencent à s'élever et qu'on ne pense pas que parce que c'est l'État, ce doit être la gratuité absolue. Et l'enjeu, c'est justement après de pérenniser ce mécanisme. Faire en sorte que demain, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, les Béninois puissent continuer à en bénéficier. Parce que si l'idée pour certains est que bon, c'est l'argent de l'État, on fait et ça, on disparaît avec, c'est une menace pour la mesure. Certes, le gouvernement dit va jouer sa partition en mettant les ressources à disposition. Mais le président Ouattara ne sera pas éternel. Le gouvernement actuel ne sera pas éternel. Un gouvernement peut venir demain et constater que, bon, s'il y a beaucoup de gens de mauvaise foi qui ne payent pas, il vaut mieux pas continuer. Et donc, nous avons tous intérêt à faire en sorte que cela se poursuive. Et retenez que la mesure est valable pour tout le monde. Vous pouvez être le plus riche du Bénin et arriver là. Peut-être parce que vous êtes allé faire votre sport et il vous arrive quelque chose. Vous arrivez aux urgences. Les gens qui ne vous connaissent pas et qui vous amènent, il faut que on s'occupe de vous. Vous pouvez être le plus indigent. Et comme il a dit, si vous êtes vraiment parmi les indigents, vous êtes déjà dans la base de données des pauvres extrêmes ou des pauvres non extrêmes qui sont pris à charge à 100% par l'État ou à 50% en fonction de la catégorie de pauvres à laquelle ils appartiennent. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous êtes impacté. Et maintenant, si vous avez les moyens, comme vient de le dire le ministre de la Santé, et qu'on vous a soigné, la bonne foi, le sens de l'honnêteté voudrait que vous puissiez dire aux agents, ah oui, merci pour les soins, ça fait combien? Je vous paye. Exactement comme quand vous allez en consultation classique. Quand vous allez dans une clinique ou dans un centre de santé, vous payez aujourd'hui avant même d'être consulté, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes en situation d'urgence vitale et qu'on vous prend en charge, que vous puissiez leur demander combien je vous dois. Merci pour les diligences que vous avez accomplies pour me sauver la vie. Voici le paiement. Et si d'aventure vous étiez infortuné en ce moment-là, ah, je ne suis pas en capacité tout de suite, mais comme je suis un Béninois responsable, je vous garantis que je viens payer dans 2, 3 jours. Voici mes coordonnées, voici ma carte CIP ou ma carte d'identité. Vous pouvez me contacter. À tout moment, je reviendrai payer. Et nous devons tous, en fait, contribuer à la sensibilisation de nos concitoyens. Le ministre de la Santé l'a fait avec ses collaborateurs, qui sont les responsables de centres de santé. Et ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'ils sont mis en demeure de veiller à ce que ça fonctionne bien, pour qu'aucun Béninois n'aille se plaindre d'avoir été dans un centre de santé en situation d'urgence vitale et de n'avoir pas été pris en charge. Et si des plaintes venaient à émerger, éprouver, il y aurait des sanctions. Donc, de la même façon, il nous faut, en tant que citoyens, adopter les bonnes attitudes, sensibiliser nos amis, nos familles, nos connaissances, pour que chacun joue sa partition afin que cette mesure formidable, pour aujourd'hui et pour demain, puisse s'étaler dans le temps. La Constitution du Bénin dit que l'État rend l'enseignement primaire public progressivement gratuit. Nous avons déjà acté la gratuité depuis de longues années maintenant, avant même le président Talon. Ensuite, la gratuité du premier cycle du secondaire a été actée pour les filles. Donc, de 6e en 3e, les filles ne payent pas de frais de scolarité. Ça concerne les frais de scolarité. Et depuis 3 ans, avec le président Talon, nous avons mis en route la gratuité pour les filles au second cycle du secondaire, de la seconde en terminale. Jusqu'à mercredi dernier, jusqu'à aujourd'hui, il y avait une vingtaine de communes. Les communes où les populations, les conditions les moins favorables, on va dire, les plus pauvres du Bénin, nous avons commencé par ces communes, l'exonération de frais de scolarité pour les filles. Donc, ce qui se fait maintenant, c'est d'étendre aux 50 et quelques autres communes qui restaient la mesure de gratuité pour que, à la rentrée scolaire 2026-2027, sur toute l'étendue du territoire national, plus aucune fille n'est à payer de frais de scolarité pour aller à l'école publique. Cela veut dire concrètement que de la maternelle en terminale, quand on est dans l'école publique,
nos filles ne payent rien. Que l'on soit multimillionnaire, que l'on soit milliardaire ou que l'on soit indigent, si notre enfant, fille, va à l'école publique, elle ne paye pas de frais de scolarité. C'est ça ce que la mesure veut dire. Et ça traduit un message. Le message du gouvernement que nos filles, jusqu'à un certain âge, comme les garçons, ont le droit d'aller à l'école. Que les parents ne doivent plus appliquer un droit de préférence au profit des garçons, faire des choix en disant j'ai pas beaucoup de moyens, je vais donner priorité aux garçons et la fille va rester à la maison et très vite, elle va se retrouver sous le toit d'un homme, même lorsqu'elle n'est pas encore adulte. C'est vrai que nous avons pris des lois pour lutter contre ces phénomènes de mariage précoce, de mariage forcé et autres. Mais en plus maintenant, nous encourageons et nous enlevons tout alibi aux parents qui laissent les enfants filles aller rejoindre le lit d'un homme qui devrait avoir honte de les avoir dans son lit. Nous leur enlevons en fait tout alibi pour leur dire les enfants, elles ont le droit d'être en classe parce que finalement, vous ne payez pas de frais de scolarité. C'est ça l'importance de cette mesure. Nos enfants, les filles, elles ont les mêmes potentialités que les garçons. Et il n'est plus question de faire le choix entre garçons et filles pour privilégier qui va à l'école et qui ne va pas à l'école. Il faut que cela soit entendu de nous tous et nous allons continuer à y travailler. C'est vrai qu'à côté, il y a des mesures d'accompagnement qui sont déjà prises et nous mettons chaque année à la disposition de certains, pas encore tout le monde, les kits, les manuels scolaires aussi. Si le pays s'enrichit de plus en plus, grâce à nos efforts à tous, nous arriverons dans quelques années aussi, peut-être pourquoi pas, à ce que même les fournitures scolaires soient disponibles dans les écoles et que, je vous attendrai sur la question, même les garçons n'aient plus rien à payer au secondaire, tout au moins, n'est-ce pas? On va y arriver à condition de continuer le travail que nous avons commencé à faire et qui porte si bien ses fruits. Après le temps des résolutions et des engagements, voici le temps de l'action. Une nouvelle étape s'ouvre dans le processus de réorganisation de l'Église du christianisme céleste. Les membres du Conseil supérieur de mise en œuvre du Conseil supérieur de transition ont officiellement pris fonction ce jeudi 4 juin 2026 au dôme du Sofitel de Cotonou. Placé sous la coordination de Bertin Bada, cette instance aura pour mission d'accompagner et de conduire la réorganisation de l'institution dans les prochains mois. La mission confiée au Conseil supérieur de mise en œuvre est claire, mais exigeante. Traduit fidèlement les décisions issues du Conseil supérieur de transition et conduit l'Église du christianisme céleste vers son unité effective. L'unité que nous recherchons n'est pas une option. Elle est une exigence spirituelle, une attente des fidèles et une responsabilité devant l'histoire. À vous, membres du Conseil, il revient désormais d'en être les artisans loyaux et déterminés. Travaillez avec humilité, décidez avec sagesse, agissez avec courage. En notre qualité de ministre chargé des cultes, prenons acte de l'installation du Conseil supérieur de mise en œuvre de l'Église du christianisme céleste. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une forte mobilisation de fidèles, de dignitaires religieux, ainsi que de plusieurs personnalités politico-administratives, dont l'ancien président de la République, Patrice Talon. À cette occasion, l'ancien chef de l'État a mis en avant le rôle du CSM dans la consolidation des acquis et dans la poursuite des efforts de restructuration et de stabilité. N'allons pas nous satisfaire simplement de la mise en place des organes. Il s'agira d'œuvrer à une réunification effective, à un rassemblement effectif. Votre capacité à apaiser les cœurs, à penser les blessures, à œuvrer pour le pardon sera déterminant pour la réunification effective au-delà des mots, au-delà des tests,
au-delà de la mise en place des organes. Le CSM a pour mission principale de mettre en œuvre les orientations et décisions définies par le Conseil supérieur de transition. Le président nous a fait l'honneur de nous recevoir afin d'échanger avec lui et nous donner l'assurance de son soutien et nous encourager dans cette deuxième phase du processus d'unification de l'Église du christianisme céleste au plan mondial. Nous nous sentons très heureux, très contents et très rassurés de l'appui et du soutien du président de la République et il a démontré son intérêt parce que malgré son programme chargé, il a quand même pris sur lui de nous recevoir cet après-midi. Depuis quelques années, notre Église a amorcé un processus véritable de consolidation de sa réunification. Et ce qui devait marquer véritablement ce saut, c'est l'adoption des textes fondamentaux qui devront régir désormais la vie de l'Église. Nous avons donc tenu un synode extraordinaire ici à Cotonou, au Temple Shalom de Beto. Au cours de ce synode, nous avons adopté désormais les textes fondateurs, les textes fondamentaux de notre Église, l'Église protestante méthodiste du Bénin. Et nous sommes très reconnaissants au président parce que malgré son emploi étant très chargé, il vient de la Côte d'Ivoire, il nous a reçus. Donc, ça montre qu'il donne de la valeur à l'être humain en général, mais aussi aux confessions religieuses. Il nous a aussi prodigué des conseils pour consolider l'unité de l'Église dans sa marche avec nous. Il a promis aussi d'accompagner l'Église pour son développement, pour harmoniser toutes les pratiques, tout ce que nous faisons, pour que toute la gloire revienne à Dieu. Clap de fin pour la première tournée ouest-africaine du chef de l'État béninois. Après plusieurs étapes diplomatiques dans la sous-région, le président Romuald Wadani a achevé son périple par une visite officielle en République de Côte d'Ivoire. À son arrivée à l'aéroport international d'Abidjan, il a été accueilli avec les honneurs par le vice-président ivoirien Tiemoko Mélié Koné. Un accueil protocolaire et chaleureux, symbole de la qualité des relations d'amitié et de la coopération qui unissent les deux nations. Venue en grand nombre, la diaspora a réservé un accueil enthousiaste au président. Le temps fort de cette visite s'est tenu au palais présidentiel avec un entretien en tête-à-tête entre le chef de l'État béninois et son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les échanges ont permis de faire le point sur l'état de la coopération bilatérale et d'explorer de nouvelles perspectives de partenariat. Au cœur des discussions, le renforcement des échanges économiques, l'accroissement des investissements et la création d'un environnement favorable aux opérateurs économiques des deux pays. Cette visite officielle vient ainsi consolider la stratégie Cotonou-Abidjan et confirme l'engagement du Bénin à faire de la diplomatie de proximité un levier majeur de sa politique étrangère au service d'une Afrique de l'Ouest unie, stable et résolument tournée vers un développement partagé. Des combattants djihadistes affiliés à l'État islamique ont tué 3 soldats mercredi dans le nord-est du Nigeria selon des sources locales. Les djihadistes ont pris d'assaut une base militaire située dans la ville de Gajigana à 50 km de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Ils sont parvenus à chasser les soldats à l'issue d'un intense échange de tirs qui a fait 3 victimes du côté de l'armée. Les membres de l'État islamique ont emporté des armes et incendié la base selon une source sécuritaire. Cet incident est la première attaque contre une base militaire dans la région depuis la mort du chef djihadiste Abu Bilal al-Minouki le mois dernier. Les États-Unis et le Nigeria s'étaient associés pour éliminer ce haut responsable de l'État islamique, décrit comme l'un des terroristes les plus actifs au monde. Peu après la mort d'al-Minouki, des sources des services de renseignement s'étaient inquiétées d'une possible recrudescence des attaques de l'État islamique contre des bases militaires en représailles à sa mort. Les dirigeants militaires du Mali ont offert jeudi une récompense de 3,5 millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation ou la neutralisation du chef de la branche d'Al-Qaïda au Sahel.
Iyad Ag Ghali, ancien diplomate malien et rebelle touareg, est le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM. Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il est également l'homme le plus recherché de la région du Sahel en tant que chef de la plus grande force djihadiste combattant les juntes au pouvoir dans de nombreux États de la région. Le ministère de la Sécurité malien, dirigé par l'armée, a annoncé à la télévision nationale qu'il offrait cette récompense, mais aussi une récompense de 2,5 millions de dollars pour l'un des adjoints d'Iyad Ag Ghali, Amadou Koufa. Il a également offert une récompense en espèces pour des renseignements concernant 2 chefs rebelles touaregs. La Côte d'Ivoire a battu la France 2-1 jeudi au stade de la Beaujoire à Nantes, en match de préparation pour le Mondial 2026. Une première dans l'histoire des éléphants. Devant un stade comble, les hommes de Didier Deschamps ont pourtant longtemps donné l'impression de maîtriser leur sujet, avant de céder face à la détermination et à l'efficacité des éléphants. Le technicien des Bleus tire les leçons. Nous, on y était, on a bien géré notre première mi-temps, on a fait ce qu'il fallait. La qualité de cette équipe de Côte d'Ivoire, on l'a vu à travers la densité athlétique et beaucoup de vitesse. C'est vrai que même si on a fait des erreurs, sur la profondeur, ils nous ont créé des problèmes et nous, on leur a en créé moins que ce qu'on avait fait en première mi-temps. Donc avec des enseignements et une équipe de Côte d'Ivoire qui a beaucoup de similitudes avec celle du Sénégal qu'on rencontrera le 16. La France a ouvert le score par Ryan Cherki juste avant la pause. Quelques changements des deux côtés à la reprise et la Côte d'Ivoire égalise à la 53e minute par Guela Doué. Et le but de la victoire arrive avec Amad Diallo à la 84e. Un succès retentissant, mais le sélectionneur ivoirien Faye Emers préfère rester prudent. On gagne après avoir été mené contre une très bonne équipe. Je pense qu'ils sont pas numéro 1 pour rien, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, nous, on est content de cette victoire. Gagner contre une équipe comme la France, c'est aussi bon pour le moral, on prend. Mais après, on va pas commencer à s'enflammer et rester concentré vraiment sur notre premier match contre l'Équateur pour aller le plus loin possible. Les plus de 33 600 spectateurs de ce match ont donné le ton de la Coupe du Monde, dans les gradins avec une ambiance folle. Et cette victoire fait rêver les supporters ivoiriens. Faye nous a montré ce soir qu'on va au mondial pour aller remporter la Coupe du Monde. Je pense qu'ils sont un peu sous-estimés, mais ils ont vu une grande équipe de la Côte d'Ivoire. C'est exactement ce que nous allons montrer à la Coupe du Monde. Attention, vous êtes prévenus, on arrive pour prendre la Coupe du Monde. Que l'Allemagne garde bien cette filée. La Côte d'Ivoire, qui n'a jamais réussi à passer le premier tour d'un mondial, débutera cette compétition le 15 juin face à l'Équateur à Philadelphie, 24 heures avant un France-Sénégal très attendu au MetLife Stadium de New York. En visite d'État en Afrique du Sud, le président kényan William Ruto a abordé jeudi l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la RDC et en Ouganda. William Ruto a tenté de défendre la création d'un centre de quarantaine pour Ebola par les Américains au Kenya. Le gouvernement américain nous a apporté un soutien dans le cadre de cette lutte contre Ebola, notamment pour les infrastructures sanitaires à hauteur de 1,8 milliard de shillings kenyans. And they did make a request to us Et il nous a demandé, lors de la mise en place de toutes les autres installations, d'en créer une qu'il pourrait utiliser au cas où ses citoyens, ses soldats, dont certains se trouvent au Kenya ou ailleurs, se retrouvent dans une situation où ils pourraient avoir besoin de cette structure. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, de son côté, est revenu sur la question migratoire dans un contexte de violence xénophobe visant des Africains dans son pays. Oui, il y aura des envoyés. Oui, nous enverrons des gens sur le terrain, non seulement sur le continent, mais aussi partout dans le monde. Ce que nous cherchons à faire, c'est d'aborder la question de la migration de manière aussi large et appropriée que possible, et de rassembler autant d'acteurs clés, de pays et de dirigeants que possible pour qu'ils travaillent ensemble afin de relever le défi de la migration.
Ramaphosa a ajouté que l'Afrique n'était pas le seul continent confronté au défi de la migration. Pour le président sud-africain, le continent doit chercher à tirer les leçons de la manière dont d'autres y ont fait face. Des Somaliens se disent terrifiés par l'escalade de la violence dans la capitale Mogadiscio, où les forces gouvernementales et l'opposition ont déterré la hache de guerre dans la nuit de mercredi à jeudi. Des habitants ont fait état de tirs nourris et d'explosions alors que des combats éclataient dans plusieurs quartiers. Ce dont nous avons été témoins depuis hier après-midi jusqu'à ce matin nous a vraiment terrifiés. La circulation des personnes et des biens était restreinte. Cela nous a fait peur. J'espère que les choses vont changer et revenir à la normale. La police de Mogadiscio a déclaré que les violences résultaient d'attaques organisées menées par des milices armées liées à des groupes poursuivant des intérêts politiques. Mais l'ancien président Cheikh Sharif Cheikh Ahmed, dont le domicile aurait été attaqué, a dénoncé des actes d'intimidation du pouvoir. Je dis aux forces qui m'ont attaqué que le mandat du président a expiré et que nous avons commis aucun acte répréhensible. Pourquoi alors essayez-vous de nous intimider et de nous attaquer? Pourquoi menez-vous ces actions? Est-ce parce que vous êtes à la solde du gouvernement? Au centre de ce regain de tension, la mobilisation de l'opposition contre la volonté présumée du président Hassan Sheikh Mohamud de prolonger son mandat. Jeudi, des signes de mobilisation étaient visibles dans les rues, mais la police quadrillait les principaux axes de Mogadiscio. À une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, New York se met déjà à l'heure du football. Commerces, restaurants et autorités se préparent à accueillir des milliers de supporters venus du monde entier. Au cœur de Times Square, le magasin Pelé Soccer a doublé ses stocks. Les joueurs phares comme Messi avec les maillots de l'Argentine portant son nom ou son image, les maillots de Ronaldo pour le Portugal ou ceux de Mbappé pour la France se vendent très bien. Il y a aussi des modèles spéciaux comme le maillot du Brésil réalisé en collaboration avec Jordan. Même si la Jamaïque ne s'est pas qualifiée, son maillot conçu avec la famille de Bob Marley a connu un énorme succès. Tous ces modèles spéciaux se sont vendus comme des petits pains. Des centaines de restaurants participent à une opération spéciale lancée par le maire Zoran Mamdani. Pendant la compétition, des menus à $26 seront proposés pour permettre au plus grand nombre de profiter de l'événement à moindre coût. Aujourd'hui, à New York, $26 pour un repas copieux accompagné d'une grande boisson est une bonne affaire. Tout est devenu tellement cher, le prix des produits alimentaires augmente partout et tout le monde en ressent les effets. C'est aussi l'occasion pour nous de mettre en valeur notre travail aux côtés d'autres restaurants. New York regorge d'excellentes adresses, du barbecue à toutes les cuisines imaginables. Cela permet aux visiteurs qui restent plusieurs jours de découvrir différentes expériences culinaires tout en gardant un peu d'argent pour d'autres activités. Entre ferveur sportive, retombées économiques et défis logistiques, New York s'apprête à vivre plusieurs semaines au rythme du plus grand événement du football mondial.